Au sommaire de cette édition, le drapeau malien flotte désormais sur les camps rétrocédés par la force Barkhane le 15 août dernier à Gao. Cet espace aujourd'hui occupé par les Fama est appelé le camp Fama Extension. Dans la région de Mopti, les leaders communautaires s'engagent davantage pour la consolidation du vivre ensemble. Ils viennent de boucler 2 jours de travaux sanctionnés par une déclaration solennelle. Du sport également dans ce 20h, qualification pour la phase finale du CHAN 2023 en Algérie. L'équipe nationale locale du Mali doit rencontrer en aller-retour la Sierra Leone et les 23 joueurs qui doivent défendre les couleurs nationales sont déjà connus. Notre invité de ce 20h, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. Avec lui, nous allons parler de la création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, Sorem Mali, un projet adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 24 août 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de textes, procédé à des nominations et entendu des communications. La lecture de ce conseil avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Bonsoir, Fousséni Tunkara, messieurs le ministre, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sur le rapport du Premier ministre par intérim, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Dans le cadre de la résolution de la crise du centre, le gouvernement a pris acte de la communication écrite relative à la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024 lors de la session du Conseil des ministres du 15 juin 2022. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. Elle vise à faire du centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées entre elles-mêmes et vivent en harmonie avec leurs voisins. La stratégie nationale de stabilisation des régions du centre est articulée autour des axes ci-après le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, l'amélioration de la gouvernance et le renforcement de la justice, la gestion des questions humanitaires et le relèvement économique, la communication et la coordination des interventions des partenaires. Le projet de décret adopté ouvre la voie à la mise en œuvre des actions prévues dans le plan d'action. Sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. Les conditions d'acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation sont prescrites par la loi numéro 2011-047 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Les demandeurs concernés remplissent tous les conditions fixées par le code des personnes et de la famille. Le projet de décret adopté accorde ainsi la nationalité malienne par voie de naturalisation aux personnes ci-après Madame Sophie Taraka de nationalité burundaise, Monsieur Mohamed Ali Mustafa Badradine de nationalité guinéenne, Monsieur Komi Yekple de nationalité togolaise, Madame Ami Mireille Pogara de nationalité togolaise, Monsieur Komi Assimadi de nationalité togolaise. Sur le rapport du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Le Mali dispose d'un vaste potentiel dans les domaines pétroliers et gaziers couvrant une superficie de 900 000 km². Pour la mise en valeur de ces nombreuses ressources et conformément aux recommandations des Assises nationales de la refondation, le projet d'ordonnance adopté crée la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali avec comme actionnaire unique l'État. La société a pour objet la recherche, l'exploitation, le traitement et la commercialisation des substances minérales dans les limites des périmètres qui lui sont octroyés.
Sur le rapport du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte modifiant l'ordonnance numéro 2017-036 PRM du 27 septembre 2017 portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et son décret d'application. L'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants à travers une refonte du système éducatif est l'un des axes majeurs de la feuille de route de la transition. C'est dans ce cadre que les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires et du statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale ont bénéficié d'une augmentation salariale d'environ 20%. Les modifications apportées visent notamment à fixer les conditions d'accès au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, fixer la limite d'âge de recrutement des assistants et des attachés de recherche à 43 ans, harmoniser l'âge de départ à la retraite à 65 ans pour tous les enseignants-chercheurs du statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, prendre en compte l'augmentation salariale d'environ 20% au profit du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, hiérarchiser les fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires qui dispensent des cours ou mènent des activités de recherche dans les institutions d'enseignement supérieur et de recherche afin qu'ils puissent évoluer dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'adoption des projets de texte participe de la mise en œuvre des engagements du gouvernement, de sa volonté de rétablir l'équité et la justice sociale et d'améliorer les conditions de travail du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à les nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement, c'est le www.sg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'organisation par notre pays de la conférence annuelle du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats. Le groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats, lors de la conférence annuelle tenue du 7 au 11 mai 2022, à Tunis, a porté son choix sur le Mali pour organiser la conférence annuelle statutaire au titre de l'année 2023. L'objectif principal du groupe régional africain de l'Union internationale des magistrats est la sauvegarde de l'indépendance du pouvoir judiciaire, qui est une condition essentielle de la fonction juridictionnelle et une garantie des droits et des libertés de la personne humaine. La conférence qui se tiendra du 4 au 11 février 2023 ici à Bamako contribuera au rayonnement de notre pays par la défense des valeurs de la paix, de sécurité, de promotion des droits humains, de bonne gouvernance, de justice sociale et du droit universel. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres des résultats obtenus à l'examen du baccalauréat session de juillet 2022 et du démarrage des cours de rémédiation. La session de baccalauréat de juillet 2022 a enregistré la participation de 163 535 candidats répartis entre 424 centres. Au terme des travaux de secrétariat et de correction, 33 334 candidats sont déclarés admis, soit un taux d'admission nationale de 20,35%. Par ailleurs, dans la perspective de mieux préparer les élèves aux examens à venir, le ministère de l'Éducation nationale organise des cours de rémédiation au profit des élèves du fondamental et de ceux de l'enseignement secondaire général. La formation en approche par compétences de 500 enseignants du secondaire général est également en préparation et sera tenue dans 5 pôles de formation. La réalisation de ces activités contribuera à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Foussine Tounkara, à vous et bon suite des journaux. Merci beaucoup Ibrahim Djambélia.
Comme invité, nous sommes avec le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, Lamine Seydou Traoré. Avec lui, nous allons parler de la création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali, SOREM Mali, un projet adopté par le Conseil des ministres de ce mercredi, comme annoncé tout à l'heure. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, dites-nous quelles sont les raisons qui justifient la création de cette nouvelle société. Merci. Et je voudrais simplement préciser que sous la supervision éclairée du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, nous avons estimé qu'il faut que l'État s'engage plus dans la recherche et l'exploitation des ressources minérales du Mali. Pour la simple et unique raison que quand nous regardons aujourd'hui de l'indépendance à nos jours, il y a eu beaucoup de codes miniers qui ont été adoptés. 6 codes miniers qui ont été adoptés, 3 codes pétroliers. Et à chaque fois qu'on a adopté ces codes-là, il y avait une volonté politique de l'État en matière de recherche minière et pétrolière. Et ces volontés politiques sont allées justement d'un monopole d'État dans les années 60 avec la création du bureau minier malien et de la Société nationale de recherche minière qu'on appelait SONAREM, à la libéralisation progressive du secteur à partir des années 69. Jusqu'à, on s'est retrouvé dans les années 2000 à ce que moi j'appellerais une privatisation sauvage en fait de la recherche au Mali. Et donc, à la suite de ça, fort de ce constat, il fallait constater aussi que on se rendait compte clairement que toutes ces réformes n'ont pas quand même suffi aussi à faire de sorte que les populations maliennes puissent être satisfaites de l'exploitation minière et pétrolière de façon générale au Mali. Et on peut quand même noter qu'à date, l'or reste le seul minerai réellement exploité, avec 65 tonnes par an, représentant 70% des exportations, 25% des recettes fiscales, 10% du PIB, une contribution de plus de 500 milliards dans les recettes de l'État en 2021. Mais pour autant, en tout cas les populations maliennes dans sa grande majorité pensent à tort ou à raison que l'or ne brille pas pour les Maliens. Alors, monsieur le ministre, vous l'avez dit tout à l'heure, des efforts ont été consentis et on sait déjà également qu'il y a la Direction nationale de la géologie et des mines, également l'Office national de recherche pétrolière. Alors, cette nouvelle société va apporter quoi de nouveau ? Alors, la nouvelle société qui sera créée, comme je le disais tantôt, ça traduit une volonté d'abord politique du gouvernement du Mali. Qui reste dans la vision stratégique du chef de l'État, mais qui reste aussi, comme on l'a dit, une forte recommandation des assises nationales de la refondation. Et donc cette société, justement, va se consacrer principalement à l'acquisition des titres miniers, mais va aussi entreprendre tous travaux de recherche et d'exploitation sur les gisements économiquement viables, à titre principal. Mais accessoirement, la société va prendre des participations dans toutes les sociétés qui ont pour objet l'étude, la recherche, l'exploitation ou la transformation des ressources minérales du pays. Effectivement, nous avons la DNGM, mais ça rentre un peu dans le cadre de l'histoire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'on a commencer à libéraliser les secteurs, il fallait créer la Direction nationale de la géologie et des mines qui s'occupe de tout ce qui est promotion, n'est-ce pas, de l'activité de recherche et d'exploitation des ressources minières. Mais on a aussi créé ce qu'on appelle l'Office national de la recherche pétrolière, l'ONRP, l'OREP, qui est devenu en 2020 l'Office national de la recherche pétrolière, qui est aussi une structure centrale chargée, n'est-ce pas, de la promotion de la recherche et de l'exploitation en matière pétrolière. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ces deux structures centrales, leur rôle se cantonne simplement à faire la promotion de la recherche. Et cette nouvelle société va au-delà en fait de la promotion, et c'est une société anonyme qui sera logée dans la même catégorie que les multinationales qui exploitent les sous-sols maliens, et qui va pouvoir aussi lever justement des fonds et qui va pouvoir doter l'État malien aussi en devises
parce qu'elle va directement exploiter aussi les ressources du sous-sol en vadant, mais qui va surtout permettre aussi d'accélérer quand même la valorisation du contenu local et des emplois locaux. Elle sera une société 100% étatique ou bien ça sera ouvert aux investisseurs privés maliens et étrangers? C'est une société d'État, donc dont le capital est constitué de 100 millions de francs CFA, et avec comme actionnaire unique l'État. Mais je voudrais quand même profiter de cette tribune pour rassurer les populations maliennes, rassurer les partenaires techniques et financiers, rassurer les investisseurs privés maliens comme étrangers qu'il ne s'agit pas pour nous ici de retourner à l'État opérateur minier unique. Mais il s'agit simplement de permettre à l'État du Mali désormais de participer plus à la création de la valeur, le plus rapidement possible dans les règles de l'art, en faisant en sorte que cette société d'État puisse aller faire des recherches là où les privés rechignent à y aller, puisse compétir dans la même catégorie que ces sociétés, lever des fonds avec des business plans clairs. Et l'étape suivante, c'est de structurer cette société à travers des statuts, des règlements intérieurs, des accords d'établissement. Bref, en somme, cette société, c'est une société anonyme qui va pouvoir vraiment compétir dans la même catégorie que les multinationales. Alors, quelles sont les dispositions pratiques prises pour la création de cette société? Je veux parler de son incidence financière. Alors, la première étape, c'était justement l'adoption de ce projet d'ordonnance en Conseil des ministres qui va passer au niveau du Conseil national de transition. L'étape suivante serait de mettre en place les textes de gouvernance de la société, en dotant la société d'une direction générale, d'un conseil d'administration qui devra jouer pleinement son rôle, n'est-ce pas, de supervision de l'activité de la direction générale, mais aussi avant tout de contrôle de l'activité de cette société. Lamine Seydou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, je vous remercie. Merci. Audience au Conseil national de transition. Le président de l'institution a reçu successivement le nouveau représentant de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge au Mali et certains membres de l'association Tapital Poulakou. Le compte-rendu de ces deux audiences avec Alusseini Touré. Le Comité international de la Croix-Rouge a un nouveau représentant au Mali en la personne d'Antoine Grand. Il est venu prendre contact avec le président du CNT et voudrait également s'enquérir de la situation humanitaire dans notre pays. C'était principalement une visite de courtoisie, vu que je suis moi-même nouvellement arrivé au Mali pour faire connaissance avec le président de la CNT et les différents présidents des commissions, et pour échanger de façon générale sur la situation humanitaire au Mali et sur les activités de la Croix-Rouge ici dans le pays. C'est venir en aide aux populations qui sont affectées par le conflit. Et c'est justement à propos de ça qu'on a eu des échanges très cordiaux, très fructueux avec le président de la CNT pour des partages d'informations et de pouvoir éventuellement identifier les pistes, les domaines dans lesquels il pourrait y avoir une collaboration et des échanges plus poussés. Quant à Tapital Poulakou, qui est une association culturelle et de développement, elle a saisi l'occasion pour expliquer sa raison d'être et surtout exprimer sa disponibilité à œuvrer auprès de l'État pour une sortie de crise. Nous étions venus, nous, Tapital Poulakou, ou plutôt l'association des amis de la culture Peul, lui expliquer ce que c'est que Tapital Poulakou. Parce que nous avons compris que pour beaucoup de personnes, c'est une association des Peuls. Non, il s'agit plutôt d'une association des amis et des sympathisants de la culture Peul. Une association qui est ouverte, qui est à l'image du Mali, plurielle et diverse. Alors c'est pourquoi nous sommes venus le voir et lui expliquer d'abord notre association, ses buts, ses objectifs, ses orientations, ses missions. C'est une association à vocation sociale, à vocation culturelle et à vocation de développement. Et dans le contexte actuel de notre pays, qui est marqué par une crise, l'association a tenu à lui marquer toute sa disponibilité à contribuer aux côtés de l'État et de toutes les structures de l'État à tous les niveaux à la recherche d'une solution réelle, véritable et durable à cette crise que nous vivons. Le président du CNT a rassuré de sa disponibilité à travailler avec toutes ces organisations dans l'intérêt de notre pays.
Les drapeaux maliens flottent désormais sur les camps rétrocédés par la force Barkhane le 15 août dernier à Gao. Une montée des couleurs a été effectuée hier mercredi dans ce camp, aujourd'hui bien sûr mercredi dans ce camp dénommé Camp Fama Extension. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général des armées, le général Omar Diarra, en visite à Gao, Agali Ag Agissa. Les femmes occupent de plein droit l'extension du camp Fihroun Ag El Ansar de Gao, rétrocédé par la force Barkhane le 15 août dernier. Et cette montée des couleurs en présence du chef d'état-major général des armées ce jour mercredi marque l'occupation officielle du site dénommé Camp Fama Extension. Cette cérémonie de couleurs sur la plateforme aéroportuaire de Gao consacre l'exercice de l'autorité des forces armées maliennes sur cette plateforme et par extension sur les autres camps qui ont été rétrocédés aux forces armées maliennes. Les services offerts sont des services comme dans un camp normal, savoir se protéger, savoir se préparer, savoir faire l'entraînement à l'intérieur et savoir se projeter à partir de ce camp. D'une superficie de 255 hectares, l'extension du camp 1 de Gao renforce les vecteurs aériens des FAMA. Par rapport à l'acquisition de cette infrastructure, donc je pense que cela nous démontre la montée en puissance des FAMA, plus particulièrement de l'armée de l'air, avec l'acquisition de nouveaux vecteurs de combat ou de transport. L'usage qui sera fait de ce camp est conforme aux instructions déjà données, à savoir le redéploiement des FAMA sur l'étendue du territoire national. Et ce camp en est une petite partie par rapport à l'étendue du territoire national. La cérémonie officielle a été saisie par le chef d'état-major des armées pour lancer un message fort aux troupes. Aujourd'hui, l'environnement est changeant, il y a des manœuvres par-ci par-là, mais il faut que les forces armées restent très soudées. Nous l'avons déjà été, nous le sommes et nous le serons. C'est dans ça que le Mali a son intérêt aujourd'hui. Nous devons nous adapter à l'environnement. Tout ce qui se passe sur le terrain déjà, les différentes opérations qui sont en train de mener, que ce soit en terrestre, aéroportée ou bien aérienne, montent à suffisance. Vraiment que nous sommes en train de mouiller le maillot. Et la mission qui nous a été confiée par le peuple malien est en train d'être accomplie, notamment avec le soutien de nos autorités politiques et surtout de l'ensemble du peuple malien. La grande mobilisation du jour a été marquée par l'arrivée des troupes par les différents chefs militaires. Dans la région de Mopti, les leaders communautaires s'engagent davantage pour la consolidation du vivre ensemble. Ils viennent de boucler 2 jours de travaux sanctionnés par une déclaration solennelle. Dans la dite déclaration, les acteurs s'engagent à prévenir les conflits et à renforcer la cohésion sociale. Boubacar Sankari. Au terme de 2 jours de débat, la rencontre du cadre de concertation et de réflexion pour la paix et la stabilité dans la région de Mopti a été sanctionnée par une déclaration solennelle des participants. Appuyer et renforcer les actions et initiatives de l'État pour pacifier et stabiliser la région. Mettre fin à la création des checkpoints non réglementaires sur les axes routiers RN 15, 16 et 6. Lancer un appel pour mettre fin à la destruction et renforcer la sécurisation des moyens de production. En plus de ces résolutions, les participants sollicitent une implication plus accrue de l'État afin de prévenir les conflits et de renforcer la cohésion sociale. Nous, on demande aux autorités de la transition d'intervenir pour le centre. On doit se donner la main pour qu'on puisse éteindre le feu qui est au centre. Les autorités régionales, pour leur part, demandent aux différents acteurs de collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Nous avons invité les groupes d'autodéfense de ne jamais se substituer aux forces de défense et de sécurité qui sont les seuls mandataires par l'État de l'utilisation de la force, mais au contraire de les soutenir, de contribuer et de participer à leur rayonnement sur l'ensemble du territoire national. La rencontre a regroupé les leaders communautaires et religieux, les représentants de la société civile et les groupes d'autodéfense de la région de Mopti. Une initiative des autorités régionales soutenue par le Centre pour le dialogue humanitaire HD. Plus de 33 millions de francs CFA, c'est le coût d'un centre médical et d'un forage remis à la population de Dar Salam Kalifabou dans le cercle de Sikasso, des infrastructures réalisées par l'ONG ECO basée aux États-Unis. Moustapha Doumbia.
C'est une remise d'infrastructures aux autorités communales de Missirikoro pour le village de Dar Salam Kalfabougou dans le cercle de Sigasso. Un centre médical et un forage réalisé dans le cadre des activités de l'ONG ICO, International Coal Organization. La localité a besoin d'une infrastructure qui peut aider la population. En venant vers Sigasso ici, tu trouves que l'accès de ce village, ce n'est pas facile. C'est pour cela que j'ai essayé d'amener ce centre médical avec ce forage-là pour qu'ils puissent respirer un peu. Aujourd'hui est un grand jour pour nous. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'ONG ICO. Nous demandons son accompagnement pour des gestes similaires dans d'autres villages. Le centre médical est composé, entre autres, d'une salle de consultation, d'une salle d'hospitalisation, d'une maternité et d'une pharmacie. Le coût global des infrastructures et équipements est d'environ 33 millions de francs CFA. La santé communautaire aujourd'hui fait partie des préoccupations du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Nous saluons l'ONG ICO pour cette initiative, pour cette donation à l'endroit de nos populations. L'eau est source de vie. Qui donne l'eau contribue à un environnement sain, contribue à améliorer l'hygiène et la santé de nos populations. Le ministre a invité les bénéficiaires à entreprendre des démarches auprès des autorités sanitaires pour une utilisation efficiente du centre médical. Tenu ce matin au ministère de l'Économie et des Finances des travaux de la 8e session du comité de pilotage du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PACEM. Au cours de ces travaux, les administrateurs doivent faire entre autres le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la dernière session, examiner et valider le plan de travail et le budget annuel 2022. Le projet PACEM est financé par la Banque africaine de développement sous forme de dons à travers le Fonds africain de développement à hauteur de près de 7,7 milliards de francs CFA. Le point avec Soumaïla Berté. La 8e session du comité de pilotage du projet d'appui à la compétitivité de l'économie se tient dans un contexte difficile dans la vie de ce projet. Un contexte marqué entre autres par la crise sanitaire du Covid-19 ayant entraîné la suspension momentanée des activités du dit projet et perturbé les relations de travail avec son principal bailleur, la Banque africaine de développement BAD, et les sanctions financières imposées à notre pays par la CEDEAO et l'IMOA. Ces résultats ne sont pas à hauteur des souhaits à cause de certain nombre de difficultés qu'on a soulignées. Mais nous avons dit que l'avenir se présente avec plus de certitude, compte tenu du fait qu'il y a eu une évaluation à mi-parcours à la demande de l'État malien qui a permis aux partenaires avec l'État de revisiter le projet, essayer de voir quelles sont les difficultés qui se sont présentées, et essayer de trouver une solution. Une des solutions, c'est une prolongation du projet de 2 ans. Outre la requête d'une prolongation de 2 ans de sa durée auprès du partenaire, les responsables du projet ont dû modifier ses objectifs initiaux à cause de ces difficultés. Toutefois, le PACEM garde toujours ses ambitions clés au titre de l'année en cours. Malgré ces multiples difficultés et suite à la tenue de l'évaluation à mi-parcours du projet réalisé par la BAD du 18 au 22 avril 2022, de nouvelles perspectives se dessinent pour 2022, notamment si la Banque répond favorablement à la requête de prorogation de la date de clôture du projet jusqu'au 31 décembre 2024. À l'issue de ces travaux, les membres du comité de pilotage du projet PACEM devraient formuler des recommandations en vue de recadrer ses activités dans la perspective de sa prorogation. Un projet dont l'objectif global est de contribuer à stimuler une croissance économique forte, inclusive, durable et créatrice d'emplois à travers la mise en place des conditions permettant l'amélioration de la compétitivité de l'économie malienne et le développement du secteur privé. Première session du Grand Bamako. Les travaux ont débuté hier mardi à la mairie du district de Bamako. Les conseillers, maires et consultants qui participent à la rencontre abordent les questions relatives à l'opérationnalisation et la mise en place d'un cadre juridique pour protéger les élus communaux. Boubacar Kanouté.
Le Grand Bamako est la volonté affichée des autorités communales du district de fédérer les différentes communes autour de la capitale pour faire face aux défis environnementaux, d'urbanisation, d'assainissement et la réalisation des projets d'envergure sur un plan de 10 ans, dans l'optique de faire Bamako une ville futuriste. Les experts, conseillers et maires venus de divers horizons réfléchissent à la problématique de son opérationnalisation au cours de cette session. Le problème que nous avons aujourd'hui dans le district de Bamako dépasse les capacités des autorités du district. Donc il fallait mettre un cadre idéal de résolution de ces problèmes. Et ce cadre idéal se trouve être l'intercollectivité, c'est-à-dire la relation ville-campagne. Il fallait formaliser cette relation et c'est ce que nous avons fait à travers l'intercollectivité Grand Bamako. Le Grand Bamako est aujourd'hui en passe d'être un cadre d'école, d'où la tenue prochaine à Bamako du premier forum africain sur les relations ville-campagne. L'annonce a été faite au cours de cette deuxième session. Nous aborderons un autre sujet capital lors de cette session. Il s'agit de la présentation du Grand Bamako à travers la tenue du premier forum africain sur les relations ville-campagne. En effet, 3 années se sont écoulées avant que nous réunissions les conditions idoines pour cela. Avec désormais l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'ONU Habitat, à nos côtés, nous voulons mettre les petits plats dans les grands au mois d'octobre pour présenter le Grand Bamako au monde à la veille de son 4e anniversaire. Ces avancées ne m'empêcheront pas d'aborder la question qui fâche, les cotisations. Encore et toujours les cotisations. Elles rentrent timidement, malgré les efforts. Le Grand Bamako s'est vu aussi un syndicat des élus communaux porté sur les fonds baptismaux il y a 3 ans, qui comprend aujourd'hui les 6 communes de la capitale et 25 communes qui gravitent autour du district de Bamako. L'Institut national de la statistique et ses partenaires sont réunis depuis ce matin ici à Bamako. Objectif présenter les résultats des comptes nationaux du Mali rénovés selon le système de comptabilité nationale 2018. La rencontre d'une seule journée regroupe les acteurs des structures du système statistique national. Sorona Kamisoko. La réunion qui vient de s'ouvrir vise à adopter des nouveaux critères d'évaluation de l'économie malienne. En clair, il s'agit pour les participants de déterminer des nouvelles bases devant permettre d'affirmer avec certitude si le Mali progresse ou non selon les différents paramètres de l'économie nationale. Cela tout en respectant les normes internationales admises en la matière. C'était nécessaire de procéder à cette rénovation. Pourquoi ? Parce que la structure de l'économie a parfaitement changé. Il fallait quand même laisser l'ancienne structure de l'économie et aller avec une nouvelle structure de l'économie. Donc c'est pour pouvoir appréhender la structure actuelle de l'économie que on était obligé d'aller vers le système de comptabilité nationale 2008 des systèmes des Nations Unies. Dès lors que nous avons appliqué cette nouvelle méthodologie, notre produit intérieur brut a été réévalué de près de 19%. Précisément de 18,9%. Ça veut dire que nous sommes devenus beaucoup plus riches qu'on ne le pensait. L'élaboration de ces nouveaux paramètres d'évaluation de l'économie nationale a été possible grâce à des enquêtes appuyées par l'Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, Africstat. Nous avons, à la demande justement des autorités maliennes, accompagné l'INSTAT dans la rénovation de ses comptes nationaux, qui, je le rappelle, est un exercice qui répond aux standards internationaux en matière de production de certains indicateurs macroéconomiques comme le produit intérieur brut. L'objectif visé par ces processus de rénovation est de doter les pays d'indicateurs de comptes nationaux pertinents, reflétant véritablement la structure actuelle de l'économie nationale et conforme aux standards internationaux. Les comptes nationaux constituent une composante centrale du système national d'information statistique. Ils jouent un rôle déterminant dans la formulation, le pilotage et le suivi-évaluation des stratégies et programmes de développement économique et social du pays. Planification stratégique du plaidoyer pour l'adoption d'une loi octroyant 40% des postes électifs et nominatifs aux jeunes. La question est au centre d'un atelier initié par le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et femmes. Saloum Konaté.
Ce cadre d'échange a pour objectif l'adoption d'une loi octroyant 40% des postes électifs et nominatifs pour les jeunes et la réélecture de la charte des partis politiques pour une meilleure représentativité des jeunes dans les bureaux politiques nationaux. Cette rencontre de 2 jours est initiée par le COCPJF, Consortium des organisations civiques et politiques des jeunes et des femmes. Cet atelier se situe dans le cadre d'une planification stratégique des activités de plaidoyer pour le renforcement de la représentativité des jeunes à hauteur de 40% au niveau des instances électives et nominatives conformément aux engagements pris par l'État du Mali en la matière. Ainsi, au terme de ces 2 jours d'atelier, les membres du consortium seront renforcés en connaissances, leur permettant de planifier stratégiquement la mise en œuvre de son plan d'action pour l'obtention de cette loi à laquelle nous tenons beaucoup. Cet atelier, c'est aussi dans le cadre d'une meilleure planification des activités de lobbying et plaidoyer et de définir les stratégies de mobilisation et de communication. Les défis qui vous attendent sont nombreux et je suis persuadée que vous serez à la hauteur de l'espérance placée en vous. Ensemble, il s'agira de créer les conditions favorables au renforcement et à l'amplification des actions déjà posées sur le terrain par vos différentes organisations. L'initiative est à saluer et accorder un quota aux jeunes. Cela va accroître la présence des jeunes, la représentativité des jeunes, surtout dans toutes les instances de décision dans notre pays. À noter que le COCPJF est composé de plusieurs organisations, à savoir le réseau des jeunes des partis politiques du Mali, de l'association des blogueurs du Mali, le réseau des femmes pour la consolidation de la paix, de l'association démocratie et le réseau des jeunes femmes politiques et des organisations de la société civile. Retour à l'intérieur du pays pour parler de la remise d'équipements et de consommables au centre de santé de référence de Fana, Kati, Koulikoro et Ouelessebougou d'une valeur de plus de 34 millions de nos francs. Le geste est à l'actif de la direction régionale de la santé de Koulikoro et ses partenaires. Ousmane Koïta. Cette remise d'équipements et de consommables aux unités optiques de CSRF de Fana, Kati Koulikoro et de Ouelessebougou par la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique et son partenaire Sévère International Mali vient renforcer les plateaux techniques des ateliers optiques de ces différentes unités médicales concernées. Ce lot d'équipements et de consommables d'une valeur de plus de 34 200 000 francs CFA est composé de meuleuses automatiques et accessoires, de frontofocomètres, de projecteurs d'acuité visuelle, d'appareils EcoScan AB, de casques loupe et d'échelles de basse vision, de montures pour enfants ou de paires de lentilles pour ne citer que ceci. C'est vraiment une grande satisfaction pour nous parce que, en plus des activités qu'on a déjà eu à mener, les formations, les autres donations courant mars, c'est vraiment un renforcement des capacités des médecins ophtalmologistes de la région de Koulikoro. Selon le partenaire Sévère International Mali, la cécité n'est pas seulement un problème de santé publique, c'est aussi une question socio-économique, surtout dans les pays en développement. Au cours du mois d'avril et de mai, nous avons sillonné 50 écoles de la région pour examiner des enfants. 13 000 enfants ont été examinés. Et nous avons vu que 600 parmi ces 13 000 ont des problèmes de vision et ont besoin de verre. C'est pour vous rappeler encore l'importance de bien entretenir ces ateliers optiques et le matériel que nous allons offrir aujourd'hui. Cette énième donation du partenaire Sévère International est la suite logique de tous les appuis multiformes, combien important vient à point nommé dans le cadre du renforcement continu de nos unités ophtalmologiques pour les services de qualité accessibles à moindre coût. La remise symbolique des équipements aux bénéficiaires a mis fin à la cérémonie. Le gouvernement a pris un arrêté interministériel interdisant l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha au Mali. Une décision consécutive aux effets néfastes de la chicha sur la santé des consommateurs, en majorité la couche juvénile. Qu'en est-il de l'application de cette décision gouvernementale? Pour avoir la réponse à cette question, notre reporter Awama Kamara s'est entretenu avec le directeur général de l'Office central des stupéfiants, le colonel Fousseini Keïta. Suivant. Sous le leadership du général des brigades Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, l'Office central des stupéfiants, en qualité de service central de lutte
contre les stupéfiants, toute l'étendue du territoire national, a pris l'initiative de dégager une directive adressée au ministre de la Sécurité et de la Protection civile en vue d'interdire l'usage de la chicha au Mali. On a saisi le laboratoire national de santé de quelques échantillons qu'on a prélevés dans certains chicha clubs. Et les résultats de ces échantillons ont prouvé l'existence dans tous ces échantillons de la drogue. Donc face à ces phénomènes qui sont en train de prendre de l'ampleur au niveau du pays, donc l'Office central des stupéfiants a saisi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile à partir d'une note technique en vue d'interdire l'usage de la chicha au Mali. Nous avons élaboré un projet d'arrêté interministériel qui a été envoyé au niveau des départements concernés et cet arrêté a été examiné par tous ces départements avant d'être adopté. Il a été annoncé que ceux qui utilisent ou ceux qui ont importé les produits, les appareils, disposent d'un délai de grâce de 6 mois. Et raison pour laquelle j'insiste vraiment sur ce délai pour envoyer un appel aux forces de sécurité de respecter ce délai. Parce que pendant ce délai, nous avons établi un plan de communication pour pouvoir communiquer à l'ensemble de la population. À suivre le reportage complet sur l'interdiction de la chicha au Mali dans nos prochaines éditions. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 12 nouveaux cas positifs sur 643 tests réalisés. Un patient guéri et 0 décès. À ce jour, 13 patients sont sous traitement. Dans le cadre des festivités de ses 30 ans de carrière, l'artiste Djeneba Seck a offert des dons aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés pour la patrie. Le don est composé de sacs de riz, des bidons d'huile et de savon. Souleymane Sidibé. L'artiste Djeneba Seck fait parler son cœur en faveur de l'armée malienne. Après les chansons d'encouragement dédiées à nos forces de défense et de sécurité, cette fois, c'est un don à l'endroit des veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur. Ces dons, c'est 6 tonnes de riz, des bidons d'huile et du savon. Je suis très contente aujourd'hui d'avoir tenu cette promesse. Je l'ai dit lors de mon concert à Kati, que je donnerai 60% des bénéfices du concert aux veuves et orphelins des femmes tombés sur le champ de bataille. Je remercie tous mes partenaires et j'encourage les femmes nuit et jour, que Dieu les protège. Cette action humanitaire est appuyée par un fils de Kati qui invite tout le monde à faire comme Djeneba Seck. De fêter ses 30 ans de carrière. Donc elles ont été me voir à Kati, donc qu'elle veut vraiment donner les 60% des bénéfices de ce concert à l'armée malienne. Puis les autres artistes d'imiter aujourd'hui Djeneba Seck, vraiment ce qu'elle vient de faire. Donc, et en dehors des artistes aussi, donc si tous les Maliens peuvent imiter Djeneba Seck, vraiment ça allait être une belle chose pour. Cette donation est la réponse à une promesse faite par l'artiste Mme Djeneba Seck le 2 juillet passé lors de son concert pour magnifier ses 30 années de carrière musicale, organisé à la Maison des Jeunes de Kati avec l'association des femmes des camps. Cette donation est la suite logique de l'amour que l'artiste Djeneba Seck a envers l'armée malienne et d'autres gestes vont suivre selon elle. Un mot de sport. L'équipe nationale locale du Mali doit rencontrer en aller-retour la Sierra Leone pour la qualification pour la phase finale du CHAN 2023 en Algérie. Le technicien malien, qui est à pied d'œuvre depuis quelques semaines, a rendu public le nombre des joueurs devant affronter la Sierra Leone. Les détails avec Aridjou Matina. Finaliste de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations au Cameroun, le Mali s'apprête à défier la Sierra Leone en double confrontation pour l'un des tickets qualificatifs pour la phase finale du CHAN 2023. Le sélectionneur de l'équipe nationale locale, qui s'est préparé pendant quelques semaines, dévoile la liste des joueurs retenus pour cette étape importante.
La liste des 23 joueurs publiés est ainsi composée de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 7 milieux de terrain et 5 attaquants. Prenez latéral gauche, vous avez 6 joueurs réellement qui sont au même niveau. Tu dois prendre 3, souvent c'est difficile. C'est ça qui a rendu un peu la chose difficile. Donc j'avais besoin de 2 semaines, juste 2 semaines pour que je puisse dégager, réellement faire une sélection. Et après les 2 semaines, et c'est ce que nous avons fait, on a arrêté une liste de 26 joueurs, et aujourd'hui nous sommes à 23. Donc est-ce que ça a été facile? J'ai dit non. Les 2 matchs que nous avons fait à Mauritanie, ça nous a fait énormément de bien. Parce qu'en réalité, l'équipe qu'on avait, qui a été en finale lors du CHAN passé, et l'équipe que nous avons maintenant, ce n'est pas la même équipe. C'est carrément une nouvelle équipe qu'on est en train de mettre en place. L'équipe nationale locale, dans le cadre de la préparation, a pu livrer 3 rencontres amicales internationales. Des matchs qui ont permis au sélectionneur de juger le niveau de son groupe et apporter éventuellement des améliorations, car l'objectif n'est autre que de se qualifier pour la phase finale du CHAN 2023. C'est vrai, l'adversaire est important, mais moi, mon problème, depuis que j'ai commencé ce métier, c'est d'abord mon équipe. On a des informations, mais aujourd'hui, le plus important, pour moi, c'est vraiment avoir des répondants le jour J. De façon générale, je pense qu'aujourd'hui, petit à petit, on est parvenu à mettre une équipe en place aujourd'hui qui est capable de nous représenter. La Sierra Leone, ne disposant pas de terrain homologué, va recevoir le Mali ce dimanche au Libéria. Le match retour est prévu à Bamako le 4 septembre prochain. Les éditions Djamana viennent de relancer le journal Djekabara. C'est un journal entièrement édité en langue bamanankan. Les éditions Djamana contribuent ainsi à la promotion de nos langues nationales. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.